Les décisions qu'il a prises en matière de police sont beaucoup plus douces, beaucoup plus modérées qu'avant. On est allé plutôt dans l'abandon d'une violence policière extrême. Donc c'est à la fois du en même temps macronien et en même temps traditionnel, c'est-à-dire d'un côté de la com et de l'autre côté de l'action. Tiffaine Piauget, on est près de l'arrivée de ce cortège. On est environ à 500 mètres de la place de la Porte de Champéret. C'est la fin de ce cortège qui va se terminer là-bas. Un cortège qui a retrouvé son calme. On a eu tout un moment bloqué place du Brésil avec deux cortèges qui s'étaient rejoints. Ça avait mis un petit peu la pagaille. Alors voilà, évidemment, il faut que je dise que c'est calme pour que ça le perde. Alors là, on a un mouvement de foule. On va essayer de se rapprocher pour essayer de comprendre ce qui se passe. Je suis en train de regarder en même temps. Donc là, les manifestants sont en train de courir vers l'avenue, vers la suite de l'avenue. C'est le bon chemin. Ah oui. Et on voit des manifestants qui sont en train de jeter des pierres sur les forces de l'ordre, en tout cas des projectiles. On a vu les forces de l'ordre s'agiter également, se mettre en place. Voilà, avec un cordon qui va se mettre en place de forces de l'ordre. Je ne sais pas si vous pouvez le voir sur les images de Julie Janus derrière la caméra. Voilà, les manifestants qui se mettent en place, eux aussi, juste en face des forces de l'ordre. Voilà, qui sont installés maintenant, qui ont bloqué cette rue. Et pour le moment, eh bien, sur cette place, eh bien, le calme vient d'être retrouvé. Merci beaucoup Tiffaine. Effectivement, après des mois de pause, les Gilets jaunes sont de retour dans la rue. Rentrée du mouvement aujourd'hui en région, mais aussi donc à Paris. Vous le voyez sur ces images avec cette manifestation en cours dans le 17e arrondissement. Il y a eu quelques tensions effectivement au cours de la journée depuis ce matin et de nombreuses interpellations. On en est à 200 à l'heure où nous parlons. Nous sommes en direct donc tout l'après-midi avec nos journalistes sur le terrain, avec nos invités. Arnaud Benedetti nous accompagne, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire. Bonjour. Patrick Martin-Genier, bonjour, politologue et enseignant à l'INALCO. William Tay, bonjour, président du think tank Le Millénaire, et Bruno Pomar, bonjour. Ancien membre du RAID, vous nous accompagnez donc pour nous parler de la sécurité, important dispositif de sécurité mis en place par la préfecture de police de Paris, et Alexandra Guillen, notre service police-justice, avec nous pour faire un point régulier sur la situation à Paris. Alexandra, on le disait, avec de nombreuses interpellations, on en est à plus de 200 à 16h cet après-midi. 222 exactement, selon la préfecture de police. D'après elle, parmi ces personnes, 78 sont actuellement en garde à vue. Il y a également eu 35 verbalisations de personnes qui tentaient de pénétrer dans des périmètres interdits par la préfecture de police, notamment aux abords des Champs-Élysées. Deux manifestations donc étaient déclarées de Gilets jaunes aujourd'hui dans la capitale. La première s'est déroulée dans l'ensemble dans le calme, celle qui était partie de la place de la Bourse vers la porte de Champéret. Le deuxième cortège, lui, a connu des tensions et connaît toujours des tensions depuis le début, depuis la mi-journée. À l'heure où nous parlons, les deux cortèges ont désormais fusionné et se dirigent en direction du 18e, où la dispersion est prévue au niveau de la place Saint-Pierre. Et ce cortège est régulièrement émaillé, on le voit à l'antenne, par différents moments de tension avec quelques groupes qui tentent soit de monter des barrages, soit de changer l'itinéraire du cortège pour se rendre dans des secteurs qui ne sont pas autorisés par la préfecture. Quelques tensions donc en marge de ce cortège. Des forces de l'ordre que l'on voit très mobiles sur le terrain. Des forces de l'ordre qui s'attendaient à environ 5-6 000 manifestants aujourd'hui dans la capitale, et selon nos informations, il serait un peu moins. Un peu moins de manifestants que les prévisions de la préfecture de police. Merci beaucoup Alexandra. Alors qu'on voit donc ce cortège de Gilets jaunes actuellement en cours à Paris dans le 17e arrondissement. On est au nord-nord-ouest de la capitale, direction donc Montmartre. Là c'est vraiment dans le nord de Paris, dans le 18e arrondissement. Claire Cambier, vous suivez également cette mobilisation de Gilets jaunes et donc a priori, donc à l'heure où nous parlons, là ça se déroule dans le calme. Exactement, le calme a été retrouvé.
Nous avons dû passer devant une place et à ce moment-là, quelques gilets jaunes ont essayé de se disperser, mais les CRS avaient bien entouré le périmètre et malgré quelques invectives, cela s'est passé dans le calme. Nous continuons donc du coup sur l'avenue de Villiers pour rejoindre la fin de la manifestation. Pour le moment, donc de la musique et cela reste bon enfant, effectivement. Merci beaucoup Claire. Bruno Pomar, votre premier bilan de la journée, effectivement on disait peut-être la difficulté c'était de contenir les manifestants qui ne voulaient pas suivre les parcours autorisés. On a vu des tentatives d'arriver sur les Champs-Élysées, sur l'Arc de Triomphe qui ont toujours été contenues. A priori ça s'est à peu près bien passé, il y a eu quelques charges de policiers. Votre bilan pour le moment? Écoutez, moi j'ai les retours de terrain avant que je rentre sur votre plateau, intéressant effectivement. D'abord la mobilisation n'est pas aussi importante que le prétendait Jérôme Rodriguez, qui est quand même un meneur, mais pas dans le bon sens du terme, meneur. Il faut voir d'abord que les forces de l'ordre ont fait un énorme travail de préfiltrage au départ, c'est-à-dire contrôler les gens qui arrivaient sur le secteur, puisqu'ils ont quand même... Ce qu'on leur reprochait lors des premières manifestations de Gilets jaunes pendant plus d'un an, pourquoi il n'y avait pas ce préfiltrage? Donc c'était possible. Oui, c'était fait, peut-être pas en totalité, mais c'était fait. Et là, il y a eu un gros préfiltrage qui a été fait, donc où on a désarmé carrément des gens, il faut savoir. Ils ne venaient pas seulement pour manifester gentiment, ils venaient juste pour en découdre avec les policiers. Évidemment, à travers tout ça, il y en a certains qui passent à travers la NAS, mais pour l'instant, et des retours que j'ai concrètement du terrain, ça se passe relativement bien. C'est intéressant de voir quand même que les forces de l'ordre ont su contenir l'ensemble des manifestants. Pour l'instant, on va attendre la fin de la dissolution, comme on dit, parce que les problématiques arrivent souvent là. Mais je pense que la préfecture de police a bien travaillé encore une fois avec les compagnies de CRS, les braves, puisqu'il y a près de 140 braves qui ont été mobilisés. On les a vus tourner sur Paris. C'est beaucoup, 140. Oui, c'est énorme. Alors attention, en pensant que les braves, c'est des équipes de 2, un motard plus un accompagnant. Mais ce sont des équipes très mobiles qui sont là pour répondre évidemment aux groupes qui viennent perturber, je dirais, l'ambiance entre guillemets de la manifestation. Et c'est vrai qu'il y a encore une fois des groupuscules d'extrême gauche ou les Black Blocs évidemment qui sont là juste pour en découdre avec les forces de l'ordre évidemment, au détriment de quelques centaines voire de milliers de personnes qui sont venues là manifester pour de bonnes intentions. C'est encore une fois dommage et encore une fois je le disais à Jérôme Rodriguez avec qui j'étais sur le plateau de télé il y a quelques jours, qui s'est trompé complètement de débat dans l'approche qu'il a de ce mouvement Gilets jaunes. Ça aurait pu être un leader intéressant pour ce mouvement, mais il est rentré dans j'allais dire presque la clandestinité, mais dans l'extrême. Et je pense c'est-à-dire avec ses propos sur la police? Oui, écoutez, moi j'étais sur un plateau de télévision à Balance ton poste chez Hanouna pour lui dire que c'était complètement inconcevable qu'on puisse se permettre de traiter les policiers de nazis. Et d'ailleurs à la fin de l'émission il s'est excusé. Donc c'est pour dire qu'il parle trop vite, c'est dommage, parce que ça aurait pu être un bon leader, s'il avait su se contenir, ce garçon, ça aurait pu être quelque chose d'intéressant pour mener à bien ce mouvement, mais je pense qu'il a tué le mouvement lui-même. On viendra sur les revendications des Gilets jaunes dont vous parlez, sur la figure de Jérôme Rodriguez, est-ce que c'est un leader ou pas, parce que ce mouvement, on a toujours rejeté quelques figures que ce soit. On va y revenir. D'abord sur la sécurité. Regardez, Gérald Darmanin, il y a quelques minutes, apportait son soutien aux forces de l'ordre mobilisées aujourd'hui, notamment à Paris. Le ministre de l'Intérieur sur son compte Twitter, soutien aux forces de l'ordre qui sont en train d'interpeller les fauteurs de troubles violents. 222 interpellations depuis ce matin. L'ordre républicain doit s'imposer. On parlait de cette journée comme une journée test pour le gouvernement, une journée test avant tout pour le ministre de l'Intérieur. C'est son premier baptême du feu ou pas? C'est sa première confrontation directe avec une mobilisation des Gilets jaunes. Et on sait que quand même, depuis le début de ce quinquennat, le mouvement des Gilets jaunes est un mouvement qui met à rude épreuve tout ministre de l'Intérieur. Et on sait que notamment Christophe Castaner avait été particulièrement critiqué à la fois pour sa communication au moment des premières, j'allais dire, manifestations de ce mouvement, et également pour sa gestion, en tout cas, de l'ordre public, puisque quand même, il faut se souvenir encore une fois, c'est à partir du démarrage du mouvement des Gilets jaunes que l'on a vu, disons, des controverses autour de la police qui sont revenues dans l'espace politique et médiatique, alors qu'elles avaient largement disparu depuis les attentats terroristes de 2015. Donc
Gérald Darmanin, c'est d'autant plus important, c'est qu'il il a 2 fronts en termes de sécurité. Il a ce front-là, qui est, j'allais dire, un front qui quand même relève plutôt du social, de l'ordre social, hein. Et puis il a l'autre front qui est celui finalement de lutter contre la délinquance, contre parfois des tensions communautaires qui peuvent exister dans certaines zones. Ce ne sont pas, disons, les mêmes batailles qu'il doit mener. Vous savez, c'est toujours très difficile pour un homme politique quel qu'il soit, pour un homme d'État, pour un ministre, de mener 2 batailles sur 2 fronts différents. Donc là, en l'occurrence, on a vu qu'il a quand même il a tenu à avoir un discours, en tout cas en amont de cette mobilisation, qui était un discours qui se voulait d'une certaine manière apaisant, notamment par la révision de la doctrine en l'occurrence. Et ce qui était très intéressant, c'était d'entendre aussi le préfet de police ce matin, qui encore une fois a une communication parfois un peu, très mesurée, disons, qui a eu une communication qui a été l'objet de nombreuses controverses et critiques, qui a eu là une communication très équilibrée, très pondérée. Donc on voit bien que quand même l'expression publique pour l'instant de l'exécutif quant à cette remobilisation pour l'instant relative du mouvement des Gilets jaunes, elle intériorise finalement peut-être un certain nombre d'erreurs qui ont été commises en 2018 et en 2019. Ouais. Alors juste une complémentaire d'image, là, Bruno Pomar, on l'a vu à un moment donné, les manifestants et les policiers se faire face. Alors je ne sais pas si on peut parler de dialogue, mais on sent que quelquefois il y a des discussions qui se mettent en place, le cortège s'arrête, reprend. Écoutez, on n'a pas affaire, les gendarmes mobiles que vous voyez là, ou les CRS ne sont pas des robots, hein. C'est des êtres humains avant tout, hein. Ils sont là en même temps, s'ils peuvent échanger par moments, c'est mieux que de voir une tension monter comme on a pu le voir sur certains barrages. Donc l'essentiel pour nous, ou pour les policiers qui sont en poste là actuellement, c'est d'apaiser la situation autant que faire se peut. Voilà. Le but, ce n'est pas, encore une fois, de mettre plus d'agressivité qu'il y en a sur ce type de moment. Mais ce que disait très justement M. Benedetti, c'est le contexte dans lequel Darmanin arrive. C'est vrai qu'il a fait un pas en avant sur cette doctrine, l'emploi du LBD, les grenades à main de désencerclement. Alors, est-ce que c'est lui qui fait un pas en avant ? Il a communiqué hier, mais c'est le résultat d'un travail lancé en juin 2019 par Christophe Castaner. Bien sûr, oui, tout à fait. Mais c'est pour dire encore une fois que le ministère intérieur, et ça c'est pour répondre aux oppositions, je pense à la France Insoumise entre autres et aux partis qui sont par nature dans leur ADN contre la force, l'ordre et la police, c'est montrer que la police sait se remettre en question aussi. Donc je crois que c'est un pas en avant qui démontre bien et qui va crédibiliser encore l'action de la police qui plus est sur ce type d'événement. Oui. Important dispositif policier mis en place par la préfecture de police donc pour cette rentrée des Gilets jaunes à Paris. Didier Nallement d'ailleurs s'était déplacé sur le terrain, sur les Champs-Élysées précisément pour prendre la parole. Il était déjà 7h du matin. S'il y a des destructions, s'il y a des volontés de casse, bien évidemment nous serons présents, nous les empêcherons. Je mobilise aujourd'hui 160 braves, c'est-à-dire 160 motos, ce qui fait beaucoup plus de fonctionnaires. C'est un dispositif important, un dispositif de mobilité, un dispositif de réactivité. William Tay, on le voit, donc le ministre de l'Intérieur qui s'exprime hier, le préfet de police de Paris qui prend la parole ce matin, qui annonce un important dispositif de sécurité. Ça voulait dire aussi que l'État ne pouvait pas se permettre que ce samedi dérape. Le problème d'Emmanuel Macron actuellement, comme il traverse la crise du Covid-19, c'est de montrer que l'État n'est pas impuissant et inefficace. Sur la crise économique et sociale, il est normal d'attendre avec le temps un peu de résultats, que ça prenne 5 à 6 mois, d'avoir des résultats visibles avec le plan de relance, etc. Par contre, sur la question régalienne, quelles sont les fonctions même de l'État, il est obligé d'avoir des résultats visibles. Ce qui a détruit Christophe Castaner, c'est les premières manifestations de Gilets jaunes quand il remplace Gérard Collomb. Il remplace Gérard Collomb un mois en octobre 2018, un mois après, il y a les manifestations de Gilets jaunes et sa crédibilité est automatiquement sabordée lorsqu'il y a eu les dégradations de l'Arc de Triomphe. De l'Arc de Triomphe, merci. 1er décembre. Donc là, l'objectif de Darmanin, c'est d'avoir des résultats qui sont visibles. Parce qu'on peut voir, en fait, si les résultats sont visibles. On peut savoir si un délinquant est attrapé. On peut voir si une manifestation est parfaitement encadrée. Le but de Darmanin, c'est d'avoir des résultats visibles et il est là pour ça. On l'a vu cet été, il a vu communiquer, être audible, être visible. Et aujourd'hui, il essaie d'avoir des résultats qui sont tangibles. Donc de montrer que les gens sont capables, surtout
avec Emmanuel Macron qui dit « nous allons vivre avec le virus », c'est de montrer que toute la vie va pouvoir reprendre, donc la liberté de manifester, ce qui est tout à fait normal dans une république, et puis donc du coup que cette liberté de manifester soit encadrée par l'ordre. Oui, oui. Alors à la décharge, je voudrais un petit bémol sur ce que vous dites, mais à la décharge de Castaner, c'est vrai qu'on a eu affaire à un nouveau mode de manifestation qui est complètement incontrôlable. C'est là où les forces de l'ordre ont un peu patauger, je dirais, puisque Delpuech en a perdu son poste d'ailleurs, qu'on a mis l'allemand. C'est vrai qu'on n'était pas du tout habitué à ce type d'organisation, de manifestation, puisqu'avant on avait des services d'ordre, avec la CGT, etc. Et tout ça était encadré, travaillé main dans la main avec la police, et il y avait des résultats qui étaient quand même intéressants. Il y a deux volets, je pense que vous le maîtrisez mieux que moi. Il y a le volet action réelle et il y a le volet communication. Oui. Christophe Castaner a évolué de doctrine sur les 3 premiers samedis 3 fois. La première fois, il disait « vous inquiétez pas, tout ira bien », alors que les services de renseignement disaient l'inverse. Le deuxième samedi, il a essayé de mettre en place ce qu'il appelait une fan zone, je crois, de souvenirs qui n'a absolument pas marché. Et le troisième samedi, il nous a expliqué que ceux qui ont dégradé l'Arc de Triomphe vont être attrapés immédiatement. Je crois qu'un an après, ou même 1 an et demi après, on n'a toujours pas eu le moindre résultat dessus. Donc l'objectif, surtout de Darmanin, après les déclarations qu'il a faites, et il prend le parallèle de Sarkozy entre 2002 et 2007, c'est de montrer qu'il est sur le terrain, qu'il est capable d'avoir des résultats tangibles et que les forces de police sont là pour maintenir l'ordre républicain. La communication est aussi importante que les actes ? Elle est décisive, mais moi j'ai envie de dire que les violences qui ont émaillé le mouvement des Gilets jaunes n'ont jamais délégitimé politiquement et socialement le mouvement des Gilets jaunes. La meilleure preuve, c'est que les sondages d'opinion restaient très favorables aux Gilets jaunes. Christophe Castaner a eu un problème, pas tant sur la question du maintien de l'ordre public, enfin si, il a eu un problème sur la question du maintien de l'ordre public, mais c'est surtout sur sa communication, en l'occurrence. C'est-à-dire, souvenez-vous quand même, on l'a oublié, mais la réalité, c'est qu'on a considéré que la communication de l'exécutif au tout début était une communication qui était inadaptée et qui mettait plutôt du sel sur les plaies plutôt qu'elle tendait à apaiser. Souvenez-vous, les références historiques de Castaner, qui étaient d'ailleurs totalement absurdes, c'est-à-dire comparer les Gilets jaunes aux factions ou aux ligues d'avant-guerre, ça n'a strictement aucun sens. Donc toute cette communication a vraisemblablement, dès le début, plombé la relation de Christophe Castaner à l'opinion publique. Se sont suivis ensuite, bien évidemment, tous les problèmes qu'ont rencontrés les forces de l'ordre sur le terrain avec les manifestants les plus violents. Maxence Gilles, donc vous suivez cette manifestation parisienne de Gilets jaunes pour LCI, un cortège régulièrement arrêté, mais donc qui a priori est parti pour rejoindre son point final, Montmartre. Alors Magali, nous sommes avenue de Villiers, à quelques mètres de la place de Champéret, là où le cortège doit terminer son parcours cet après-midi. Un cortège qui a repris son chemin dans le calme après de nombreuses tensions au niveau de la place du Brésil, à une centaine de mètres derrière nous. Des manifestants qui sont bien encadrés par les forces de l'ordre, un gros dispositif de chaque côté de cette avenue de Villiers. Les forces de l'ordre qui pour l'instant nassent ces manifestants jusqu'à le point de destination finale. Et voilà, une manifestation pour l'instant qui est en train de se terminer dans le calme. Effectivement, Maxence, c'est important de le préciser. Vous avez raison, il y avait 2 cortèges. Celui de Place de la Bourse à Place de Champéret que nous voyons ici, et un autre Place Wagram qui se dirigeait vers Montmartre. Et a priori, il y a un point de jonction entre ces 2 manifestations. Et d'après les services de police, il est possible que ce cortège réuni se dirige maintenant vers la place Montmartre. Mais on voit que là, c'est plutôt statique. Et donc, on verra s'il peut s'ébranler de nouveau vers le 18e arrondissement. Journée test donc pour le gouvernement, on en parlait, pour Gérald Darmanin donc en particulier. Est-ce que ça prouve aussi qu'une manifestation gilet jaune peut marcher ? On peut à la fois respecter ce droit de manifester et puis à la fois être assez ferme. Bien sûr, c'est les 2 choses qu'il faut concilier. Il y a un droit qui est constitutionnellement protégé de manifester. On manifeste, on demande l'autorisation aux autorités de police et on respecte notamment ce parcours. On respecte l'autorité des forces de police, on ne les insulte pas et ça se passe correctement. Voilà, quand il y a des débordements, c'est là qui est grave. Alors, le ministre de l'Intérieur, il faut savoir qu'il y a quand même eu 3 ministres de l'Intérieur depuis le début du quinquennat. Donc, c'est un poste extrêmement difficile. Et je crois que chaque ministre de l'Intérieur, pour parler un peu, disons, politiquement, joue son image de marque parce que souvent, un ministre de l'Intérieur est quelqu'un qui aspire à avoir de plus hautes fonctions politiques et naturellement, il ne peut pas être entièrement permissif, il ne peut pas être entièrement répressif. Et aujourd'hui, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, le dialogue lancé par M. Castaner, c'était d'essayer d'avoir une nouvelle doctrine de défense, c'est-à-dire un peu à l'allemande, d'essayer de plus dialoguer, avoir des armes qui soient un peu moins destructrices, offensives, comme on a pu voir. Et donc, un ministre joue son
son image de marque, premièrement, et deuxièmement, la sécurité est au cœur de l'action du président de la République et du Premier ministre. Pourquoi ? Parce qu'il y a une volonté de la part des Français de voir que l'État est présent. Et ce n'est qu'une première étape. Le régalien dont parle le chef de l'État, c'est montrer que l'État est bien présent, là où il doit être présent, mais ce n'est qu'une première manifestation, un premier test pour le ministre de l'Intérieur, qui ne se réduit pas d'ailleurs aux seules manifestations, car assurer l'ordre, c'est assurer l'ordre en toutes circonstances. On parlait tout à l'heure des tensions communautaires, on parlait des difficultés en banlieue ou ailleurs, et notamment des crimes que l'on a vus ces derniers temps. Donc c'est quelque chose qui est protéiforme, et une action, une crédibilité du ministre, on va dire, s'inscrit au long cours, dans le long cours, sachant que le long cours, c'est dans les 15 mois qui viennent, parce que c'est bientôt l'élection présidentielle. Forcément, Gérald Darmanin qui a pris donc la parole hier à la veille de cette mobilisation des Gilets jaunes. Il est en effet inacceptable que les casseurs puissent agir librement et venir voler aux manifestants le droit de s'exprimer sur la voie publique. Force doit rester à l'ordre républicain et se donner tous les moyens pour la République d'identifier les auteurs de violences et de les faire comparaître devant la justice. Il faut pour l'exécutif s'emparer de ce régalien, parce qu'effectivement ces dernières semaines, Emmanuel Macron, son gouvernement ont été critiqués, disant, on a entendu l'opposition avec des images, avec quelques échauffourées, quelques affrontements, des tensions donc de nouveau dans ce cortège parisien. Il y en a eu quelques-uns depuis le début du cortège, Bruno Pomar. Oui, ça fait partie du lot de ce type de manifestation. Il suffit qu'il y ait quelques débordements et quelques comportements de la part de manifestants. Parce qu'encore une fois, les forces de l'ordre qui sont présentes, il faut que tout le monde sache quand même qu'ils ne viennent pas dans les manifestations pour dire tiens, aujourd'hui on va cogner sur les manifestants. Quand ils partent de chez eux le matin, ils n'ont pas envie de ça. Alors là, il y a une manifestante qui appelle au calme, on le voit qui s'interpose. Oui, voilà. Donc c'est important encore une fois d'avoir du cadre, de l'encadrement. Et en l'occurrence, là, sur certaines de ces manifestations, ça se passe bien. Ce matin, ça s'est beaucoup moins bien passé, par exemple, à la Bourse, à l'accueil de Jean-Marie Bigard. De Jean-Marie Bigard qui a été conspué. Oui, mais ça a été dommage parce que moi je l'ai vu. On va juste regarder, on va aller voir Claire Cambier, notre journaliste sur place, juste pour savoir, Claire, est-ce que vous pouvez nous décrire la scène? Vous êtes sur place. Oui, exactement. Nous étions devant la ligne de CRS qui bloque la tête du cortège et qui impose un petit peu le rythme en fait au cortège. Nous étions donc du coup bloqués depuis de longues minutes et les manifestants ont perdu un peu patience. Ils ont essayé de forcer cette ligne et des échauffourées ont éclaté. Des gaz lacrymogènes ont été dispersés. Et pour l'instant, le calme revient peu à peu. Mais effectivement, les manifestants ne comprennent pas pourquoi ils ne peuvent pas avancer et continuer normalement leur manifestation. Merci Claire, on sent que vous avez des difficultés vous aussi à parler, peut-être êtes-vous gêné par les gaz lacrymogènes. Pourquoi effectivement tout ça pour éviter que le cortège se disperse trop, donc on les contient. On les contient comme voilà, ça. Exactement, pour qu'il y ait le moins d'espace possible et pour assurer la sécurité de plus. Mais l'agacement des manifestants peut se comprendre aussi, il fait chaud, tout le monde est masqué oui, a priori. À un moment donné, il faut assumer la stratégie de la préfecture de la police qui veut contenir la manifestation le mieux possible pour éviter qu'il y ait des débordements. Si le cortège s'étiole, s'étire, je dirais, il risque d'avoir des risques de débordement. C'est pour ça que j'appelle pas le nassage, parce que c'est pas vraiment un nassage, là, mais c'est un moyen de contrôler la manifestation de façon efficace. Alors que vous disiez, place de la Bourse, ça s'est moins bien passé. Alors on le rappelle, Jean-Marie Bigard, qui est un soutien de Gilets jaunes, a voulu manifester ce matin à Paris avant de se rendre à Brest où il a un spectacle ce soir. Alors c'est vrai que dans la semaine, il s'est désolidarisé de Jérôme Rodriguez, justement par rapport à ce que vous avez dit, le fait que Jérôme Rodriguez ait qualifié les policiers de nazis. Il s'en est désolidarisé et visiblement, certains n'ont pas vraiment apprécié ses prises de position. Regardez ce qui s'est passé, c'était ce matin. On veut pas de toi! Voilà, Bigard collabo, on ne veut pas de toi. Il a été obligé de se réfugier dans un restaurant et il est parti au bout de quelques minutes. Oui, c'est terrible. Alors, je vais être un peu son ambassadeur parce que c'est un ami de 20 ans et je lui ai conseillé de ne pas y aller hier. Il m'a dit si, je veux à tout prix soutenir les Gilets jaunes parce que je partage le fond
ce que revendiquent les Gilets jaunes. Et je lui dis attention, tu risques, c'est un homme public évidemment. Et évidemment, est arrivé ce qui est arrivé. Bon, À cause de cette prise de position dans la semaine pour vous? Oui, par rapport à Jérôme Rodriguez. Donc, ce qui veut dire quand même qu'il y a des éléments quand même très extrêmes dans ce mouvement qui sont là pour perturber je dirais l'état de droit, etc. Et ça c'est vraiment dommage parce qu'une image comme lui pourrait largement servir ce mouvement. Et c'est vraiment dommage qu'il ait été insulté comme ça, comme on le traite de collabo, au même titre que Jérôme Rodriguez traite les policiers de nazis. Je trouve ça complètement aberrant et scandaleux. Vous l'avez pas eu au téléphone après pour savoir Jean-Marie? Oui, je l'ai eu. Il partait à Et Brest, alors, est-ce qu'il a été il a été très déçu? choqué. Il a été très choqué. Ouais, très choqué parce que c'est un homme de cœur. Excusez-moi de faire son ambassadeur un peu, mais c'est un homme de cœur. C'est un gars qui a un vrai fond. Son humour, on aime ou on n'aime pas, ça c'est notre sujet, mais c'est un homme de cœur et il méritait pas ça parce qu'il y allait vraiment. Il s'y attendait pas. Complètement, non, pas du tout. Et moi, je lui avais dit de ne pas y aller. En tant qu'homme de sécurité, évidemment, j'avais toujours cette appréhension du risque. Il le dit, qu'il avait 2 hommes de sécurité avec lui. Oui. Heureusement qu'ils étaient là. Oui, Que serait-il passé, dit-il? J'aurais peut-être été lynché. En tout cas, il était conspué. Je trouve que c'est dommage. Est-ce que c'est révélateur de ce mouvement? C'est une des caractéristiques de ce mouvement que de n'avoir jamais voulu de leader qui finalement s'impose d'une certaine manière. C'est surtout révélateur, me semble-t-il, d'une forme... Si vous voulez, ce mouvement a exprimé, on l'a déjà dit à plusieurs reprises autour de ce plateau, a exprimé de vrais problèmes sociaux, territoriaux, économiques, et continue d'ailleurs à les exprimer à sa façon, peut-être de manière maladroite. Mais la grande difficulté de ce mouvement, c'est que c'est un mouvement qui est né hors des formes politiques classiques, hors des formes de mobilisation syndicale classique, qui n'a pas d'encadrement politique comme on peut en connaître dans d'autres formes d'organisation, et qui, bien évidemment, du fait de cette absence d'encadrement, peut donner lieu à tous les débordements, à la fois physiques, mais aussi verbaux. Et là, quand on voit ces images, est-ce que vous n'avez pas l'impression que la tension monte de plus en plus ou pas, Bruno Pomar, ou c'est juste un effet de loupe? Écoutez, oui, évidemment. Alors, on arrive, il est 16h25, c'est parti depuis quasiment ce matin. Donc, les manifestations, évidemment que la tension est évidente et qu'il y a quelques éléments, évidemment, perturbateurs qui fait réagir automatiquement les forces de l'ordre. Ça, c'est normal, encore une fois. Aux forces de l'ordre de contenir ce mouvement de violence et en espérant que les gens soient assez capables de s'apaiser, je dirais, entre eux pour éviter qu'il y ait des affrontements tout au long de la soirée. Mais c'est vrai que c'est toujours... Vous savez, on est un équilibriste. Les forces de l'ordre là, sont un équilibriste et il faut qu'il y ait vraiment ce discernement qui n'est pas évident pour les forces de l'ordre lorsqu'elles sont sur le terrain. Ce qu'a su faire d'ailleurs, pour en revenir à ce sujet-là de la sécurité sur le terrain, comme le font les CRS et les gendarmes mobiles, c'est de donner la compétence et surtout l'autorité aux commandants d'unité de pouvoir décider eux-mêmes ce qui se passe. Et au début, ce qu'on avait connu au début des Gilets jaunes avec Delpuech au tout début, c'est que ça partait d'une salle de commandement sur des écrans et qu'on décidait ce qu'il fallait faire. Donc ça a bien évolué depuis 2018. Ça a bien évolué, moi je pense, oui, tout à fait. Je pense qu'on a appris encore. Le maintien de l'ordre a encore évolué par rapport à ces nouvelles formes de manifestation. Et je pense que on voit quand même que les forces de l'ordre sont capables de contenir ça avec souplesse, je dirais, en évitant l'affrontement systématique. De ce qui a été annoncé par Gérald Darmanin hier, il y a plusieurs mesures qui sont mises en place dès aujourd'hui, notamment l'encadrement des tirs de LBD, c'est dès aujourd'hui, sur les grenades de désencerclement aussi. Tout à fait, avec un superviseur systématiquement qui donnera l'ordre ou pas de tirer. Alors ça s'adresse juste aux braves et aux fameuses unités rapides qui vont intervenir sur les groupuscules extrêmes. Sur le maintien de l'ordre classique que vous voyez là, c'est-à-dire gendarmes mobiles et CRS, il y a déjà ce type d'encadrement, c'est-à-dire un superviseur qui dit s'il faut tirer ou pas, tout simplement. Bon, l'analyse après sur le terrain, pour les braves, je pense, et aux compagnies de sécurisation d'intervention, est peut-être moins évidente parce qu'ils sont dans l'action pure et dure avec des éléments très perturbateurs. Donc c'est peut-être pas toujours évident, mais encore une fois, c'est une avancée de montrer que la police a évolué sur le schéma du maintien de l'ordre. Et toute image de violence, Arnaud Benedetti le disait tout à l'heure, finalement n'a pas tellement nui que ça au mouvement des Gilets jaunes. C'est surtout le gouvernement qui a... Alors, j'aime pas parler comme ça, qui a le plus à perdre sur ces images-là. Je crois qu'il y a encore une fois, un véritable défi pour le gouvernement, être capable de concilier la liberté de manifester avec le maintien de l'ordre. C'est vrai que le gouvernement a beaucoup à perdre et le ministre de l'Intérieur vient d'arriver, il veut montrer qu'il est crédible, mais en même temps qu'il respecte, parce que c'est une autre priorité du gouvernement quand même, le Premier ministre, le dialogue social, faire repartir le pouvoir d'achat. On est à quelques 15-16 mois, on va être en plein dans la campagne présidentielle, donc il y a un double objectif du chef de l'État. D'ailleurs, il l'a rappelé lors d'un
un conseil de séminaire gouvernemental récemment. Il faut essayer de travailler, être sur le terrain. Il a exigé, d'ailleurs le Premier ministre a été constamment sur le terrain tout l'été. Donc on voit bien qu'il y a cette nécessité de maintenir l'ordre d'une part, d'autre part de continuer le dialogue social. Et un des dossiers effectivement qui va être très délicat, c'est le dossier, le chantier des retraites. Et je crois que c'est important. Mais ce que vous disiez tout à l'heure par rapport à M. Bigard obligé de partir, il aurait pu être agressé, et de voir M. Rodriguez monter sur une tribune sans être inquiété, ça montre bien que quand même ce mouvement, et je ne parle pas des gilets jaunes, enfin des manifestants qui veulent du pouvoir d'achat, mais qu'au niveau des gilets jaunes, il risque d'y avoir un mouvement de radicalisation où on va choisir un leader qui va être plus radical, peut-être plus extrême que les autres. Et c'est en cela que c'est inquiétant, parce que effectivement, M. Bigard, c'est quelqu'un qui est capable de porter la parole, il a une notoriété, et donc il peut apporter quelque chose à ce mouvement sur le plan social. Mais on a bien vu qu'il était le malvenu ce matin avec ces gilets jaunes. Ouais. Alors qui manifeste encore aujourd'hui, qui est devenu ce mouvement des Gilets jaunes, donc qui est né il y a quasiment 2 ans maintenant, novembre 2018. Souvenez-vous, les premiers rassemblements, plus de 200 000 personnes partout en France. On a vu Jérôme Rodriguez, évidemment, dans cette manifestation. Et regardez, il s'est mis sur un promontoire pour haranguer la foule, pour mobiliser les manifestants. Et on se demandait si là, cette image, peut-être, elle est révélatrice. Est-ce qu'on assiste à un tournant? Ce mouvement n'a jamais voulu de leader. On avait rarement vu une image comme celle-ci. Est-ce que ça peut devenir un leader, le leader des Gilets jaunes? Je pense pas. Je pense pas, parce qu'en fait, les Gilets jaunes reposent sur 4 fractures françaises. La première fracture, c'est la fracture sociale dénoncée par Marcel Gauchet et Emmanuel Todd en 1995, donc ça remonte il y a quelques années. 25 ans. La deuxième, c'est la fracture territoriale dénoncée par Christophe Guilluy. La troisième, c'est une fracture identitaire. En fait, c'est difficile de se définir comme citoyen français avec la construction européenne et la mondialisation. Ça veut dire qu'on est en perte de repères. Et la quatrième fracture, c'est l'impuissance de l'État, révélée en 2002 par Lionel Jospin, quand il dit « en matière de chômage, nous avons tout fait ». Et c'est ce que risque Emmanuel Macron, notamment sur la sécurité. En matière de sécurité, nous avons tout essayé. Et en fait, c'est impossible d'incarner ces 4 fractures. Le seul qui a réussi, il est américain et il s'appelle Donald Trump. C'est le seul qui a répondu à cette fracture. Et en fait, l'électorat gilet jaune, la sociologie du gilet jaune, si on prend l'exemple américain, parce que c'est le seul, en France, il n'y a personne capable de le porter. Il s'est porté sur Bernie Sanders aux primaires démocrates et sur Donald Trump en 2016. Et en fait, c'est un mouvement qui est international, parce qu'on a eu des manifestations au Liban il y a quelques mois, quelques années, qui a débouché sur ce qui s'est passé dernièrement, et également dans tous les pays. En fait, c'est toutes les classes moyennes occidentales qui se sont fait paupériser, parce que globalement, la mondialisation a transféré la production des pays occidentaux aux pays émergents. Et comme ils ont perdu en pouvoir d'achat et qu'on a perdu notre matière industrielle, en fait, comme qu'on a perdu tous ces volets-là et qu'on est en complète rupture, et que il y a des gagnants et des perdants, en fait, eux se retrouvent dans les perdants, et c'est pour ça qu'ils manifestent, parce qu'ils sont en désaccord avec l'équilibre international. Ça veut dire que les revendications d'il y a 2 ans sont toujours vraies aujourd'hui? En fait, il faut différencier ceux qui se sentent gilets jaunes dans les sondages, ce qui représente à peu près 25% des Français, donc ce qui constitue la classe moyenne inférieure, et ceux qui manifestent. Et même au sein des manifestants, il faut différencier ceux qui manifestent pacifiquement avec ceux qui viennent uniquement pour casser, ce qu'on appelle couramment les black blocs. Donc en fait, il y a 3 phases, et c'est pour ça qu'en fait, il n'y a pas de leader unique. En fait, le problème, c'est que quand on prend toute la science politique classique sur la légitimité pour incarner un mouvement, il n'y a personne capable d'incarner ce mouvement, parce que c'est impossible d'incarner ces 3 phases. On ne peut pas incarner à la fois les black blocs qui sont uniquement là pour casser, qui sont d'une attitude quasiment révolutionnaire, mais qui manifestent avec les gilets jaunes et qui manifestent contre les G7, etc. Ceux qui manifestent pacifiquement et ceux qui soutiennent, mais qui ne manifestent pas réellement. Donc comme il y a 3 phases, on ne peut pas avoir un leader pour ces 3 phases-là. On peut avoir un leader par phase. Ouais. Avec des antifas aussi, on a vu des antifas présents. Antifa, black bloc, je les mets ensemble. D'accord. Avec des revendications, Jérôme Rodriguez le disait sur sa page Facebook, nos revendications n'ont pas changé. Accession au mieux vivre, à plus de démocratie directe et participative, à plus de justice sociale et fiscale, et surtout le respect et la reconnaissance de chaque citoyen. Jérôme Rodriguez qui parlait de ces revendications aussi dans le cortège. Aujourd'hui, les gens n'ont pas peur du Covid, ils ont peur des conséquences du Covid. Le vrai virus aujourd'hui, c'est la poche vide, le ventre vide, le frigo vide. Ça, c'est le virus dont les Français souffrent. Demandez-leur. Le vrai virus, c'est le ventre vide. Oui, je partage ce qui vient d'être dit sur les différentes fractures qui sont à l'origine de ce mouvement. En modulant quand même, il y a une force politique qui aujourd'hui en France, malgré tout, exprime, sans le dire d'ailleurs, ou en le disant de manière implicite, et avec une forme d'habileté d'ailleurs, c'est le Rassemblement national. Parce que quand on regarde quand même l'expression du vote,
l'expression du vote en faveur du Rassemblement national. Elle traverse territorialement de manière assez nette cette France qui s'est levée à l'automne 2018. Alors c'est une offre politique qui reste encore, on le voit bien, si ce n'est diabolisée, en tout cas qui parfois n'arrive pas à atteindre une maturité en termes de crédibilité qui peut-être lui permettrait d'accéder au pouvoir. Mais en tout cas c'est là où, disons, cette France qui aujourd'hui ne se reconnaît plus à la fois dans l'exercice, j'allais dire, démocratique tel qu'il est exprimé par les forces de gouvernement et qui rencontre des difficultés sociales et économiques, cette France-là se retrouve plutôt dans ce vote-là aujourd'hui. À quelques nuances près. Donc, ce qui est aujourd'hui quand même, à mon avis, prioritaire, en effet, il y a deux sujets qui sont revenus suite à la crise sanitaire, que la crise sanitaire avec le confinement avait suspendu. C'est la question sociale. Et on voit bien que finalement les leaders autoproclamés des Gilets jaunes ont bien compris que s'ils voulaient réactiver le mouvement, ils avaient là une fenêtre d'opportunité qui leur permettait éventuellement de remobiliser, parce que tout simplement les gens sont inquiets des conséquences sociales et économiques de cette crise. Il y a du carburant là-dedans, du carburant politique qui permet éventuellement de remobiliser. Et l'autre sujet qui est réapparu et qui n'apparaît pas bien évidemment dans ces manifestations, mais qui est réapparu quasiment juste après le déconfinement, ce sont les tensions communautaires. Donc deux sujets qui sont des sujets majeurs dans la société française, les fractures sociales et les fractures culturelles, sont des sujets qui sont réapparus tout de suite à la sortie du confinement, ce qui montre bien que finalement le monde d'après ressemble furieusement au monde d'avant. Claire Cambier, vous êtes donc dans le 17e arrondissement à Paris. On le voit, la manifestation pour le moment est statique, ce qui n'est pas sans provoquer quelques tensions parmi les manifestants et avec ce face-à-face avec les forces de l'ordre. Oui, exactement. Les CRS ne laissent pour l'instant pas passer le cortège. Nous sommes donc toujours bloqués et cela crée des tensions, de l'impatience. Donc régulièrement, les manifestants tentent de forcer le passage et doivent ensuite reculer. Nous avons vu quelques échauffourées et quelques coups de matraque distribués. Il y a d'ailleurs quelques blessés près de nous qui ont été soignés par ce que l'on appelle des street medics. Et à l'instant même, le cortège repart. Nous espérons donc que cela pourra apaiser un petit peu la situation ici sur place. Effectivement, donc la manifestation continue à Paris, rentrée des Gilets jaunes. On parlait de tests pour le gouvernement. Est-ce que c'est un test aussi pour le mouvement aujourd'hui ? Ah oui, manifestement, c'est un test pour le mouvement, car nous n'avons pas encore les remontées des autres villes de région. Moi, j'ai quelques remontées sur Lyon. Eh bien, la manifestation est moins importante également. Donc, on voit bien que, alors que les revendications sociales demeurent, il semblerait qu'il y ait une sorte d'essoufflement, parce que la crise sanitaire est passée par là, et certaines personnes ont aussi pris conscience que cette crise sanitaire, aggravait encore certes la situation, mais que nous n'étions peut-être plus en situation de manifester comme on le pouvait faire avant, ne serait-ce que parce qu'il y a encore des risques sanitaires. Il y a des interdictions en région par les préfets, notamment de défiler de cette façon. Par exemple. Voilà. Et donc, il y a un risque sanitaire. On le voit bien. La France, malheureusement, est en très mauvaise position en Europe sur ce point. Et puis, il y a des revendications, certes, des préoccupations sociales très importantes. Et on se dit que manifester, c'est peut-être pas forcément la meilleure solution. Et donc, en même temps, en effet, ça se comprend quand on regarde ces milliers et milliers de jeunes qui arrivent sur le marché de l'emploi et qui n'ont pas d'emploi. Mais malheureusement, je suis assez pessimiste parce que je ne vois pas comment en 15 mois, d'ici la fin du mandat, on va pouvoir véritablement améliorer la situation. C'est ça aujourd'hui la difficulté. On parle d'un Grenelle. Mais un Grenelle, ça voudrait dire quoi? Des négociations de branche dans les entreprises, où on augmente les salaires, revaloriser le point de la fonction publique. Mais l'État n'a plus d'argent et on va s'endetter. Bientôt, on va nous dire qu'on aura 130% d'endettement par rapport au PIB. Donc c'est vrai que les marges de manœuvre économiques et financières sont très restreintes et les tensions sociales ne vont
pouvoir que s'accroître, même si aujourd'hui, à la sortie de cette crise sanitaire, on n'en est pas encore sorti, il semblerait qu'il y a un essoufflement de ce mouvement. Juste les tensions sociales, les tensions communautaires dont on parlait, vous les sentez aussi remonter du terrain là, ou pas? Oui, les tensions communautaires, elles existent, c'est clair. On parle du séparatisme, c'est le mot à la mode aujourd'hui, mais c'est vrai qu'on le ressent. On ne le ressent pas systématiquement ici, évidemment, parce que lorsqu'on passe séparatisme, on parle surtout, malheureusement, je dirais trop souvent des quartiers en politique de la ville, mais il est vrai qu'on le ressent fortement. Je voudrais juste faire une parenthèse par rapport aux leaders. Je pense à Rodriguez, mais à Drouet, à tout ce qu'on a vu sur vos plateaux de télévision, etc. Moi, je pense que si ce mouvement avait été vraiment structuré, il aurait pu perdurer et de façon, à mon avis, efficace vis-à-vis du gouvernement. C'est sa grande faiblesse pour vous? Moi, je pense que c'est sa grande faiblesse. Ça a fait bouger, d'ailleurs, toutes ces manifestations qu'on a connues les mois derniers. C'est 10 milliards qui ont été débloqués par le gouvernement. Il y a eu quelques petites avancées. Mais je pense que, et je l'ai dit à Rodriguez, la dernière fois, on a discuté à bâton rompu, comme on dit, que c'est dommage qu'il y ait des débordements et des excès de colère ou de voix comme il l'a lorsqu'il traite, encore une fois, les policiers de nazis, lorsqu'il appelle à la désobéissance civile. Je trouve que c'est complètement stupide, alors qu'il a de l'aura, il a une certaine aura, ce garçon, c'est évident. Et je trouve que, il ne sait peut-être pas faire, sûrement, mais il était pas complètement d'accord avec moi, mais pas loin, en disant que, encore une fois, c'est dommage qu'il ne soit pas arrivé à structurer ce dispositif, ce mouvement, en sachant qu'en plus, si vous regardez leur site internet, il y a plus de 100 propositions qui sont faites sur leur site internet. Il y a des choses qui sont faites par eux. Il y a un travail qui est fait de fond. C'est pas juste des rassemblements comme ça. Donc je pense encore une fois qu'il a loupé quelque chose. C'est sa plus grande faiblesse pour vous aussi, William Tay, ou pas? Moi, je pense que le mouvement ne peut pas structurer, et j'expliquerai pourquoi est-ce que la mobilisation en fait a décru. Le premier temps, les manifestations, il y avait à peu près 100 000 personnes. On avait des manifestations non seulement à Paris, mais également dans les territoires. Le premier moment où il y a moins de manifestants, c'est quand Emmanuel Macron débloque à peu près 10 milliards d'euros et qui recule sur la taxe carbone, sur le qui avait été le point de départ. En fait, quand on analyse l'origine du mouvement, c'est M. Benetti a raison. En fait, si on prend la carte de Hervé Lebras, notamment sur le mystère français, en fait, les Gilets jaunes, c'est la France révolutionnaire, qui a une passion égalitaire, mais passion égalitaire plutôt de droite. En fait, c'est les anciens communistes qui sont passés à droite et qui manifestent parce qu'ils payent trop d'impôts, ils n'ont aucun service public. À partir du moment où Emmanuel Macron recule sur sa taxe, ces gens-là n'ont plus aucune raison de manifester. Ils peuvent toujours se sentir gilets jaunes, mais ils n'ont plus aucune raison de manifester. Et en fait, tout ce qui reste actuellement, c'est en gros, et on le voit dans le changement de revendication, c'est à peu près les gens qui ont été récupérés par la France insoumise. En tout cas, les leaders sont devenus ça. Ils demandent le RIC, le mandat révocatoire, etc. Et c'est pour ça qu'en fait, il y a une évolution et qu'il y a beaucoup moins de manifestants. Et c'est pour ça que moi, je différencie ceux qui manifestent, et notamment les plus radicaux, avec ceux qui se sentent gilets jaunes. Ceux qui se sentent gilets jaunes ont uniquement un grand débouché, c'est l'élection présidentielle, parce qu'ils ont compris en 2019, lors des élections européennes, qu'ils ne pourraient pas faire partir Emmanuel Macron avant 2022, et que les institutions étaient trop solides pour cela. Donc pour moi, ils vont avoir un impact, mais à l'élection présidentielle 2022, et je l'explique aussi parce que lors des élections intermédiaires, ce sont des gens qui ne votent jamais aux élections intermédiaires. C'est ce que Boris Santurier appelle les plus rien à faire, plus rien à foutre. Ce sont des gens qui ont arrêté de voter depuis longtemps, mais je pense qu'ils vont voter en 2022 uniquement pour un seul objectif, faire partir Macron. En même temps, les filles a essayé de rentrer dans le gouvernement, ils n'y sont pas arrivés, puisque Mélenchon s'est fait jeter d'une manifestation. Oui, même si, regardez, Jean-Luc Mélenchon qui apporte encore une fois son soutien aux manifestants via son compte Twitter. Bravo aux insoumis présents dans la marche aux Gilets jaunes. Il y a quelques insoumis, effectivement, dans le cortège, comme Adrien Quatennens. Fortifier le refus de la violence, car le préfet allemand attend les incidents pour lancer la machine à éborgner et emprisonner. Restez absolument non violents. Voilà l'appel du leader de la France insoumise. Vous noterez que c'est la seule formation politique, me semble-t-il, j'en ai pas vu d'autres, qui aujourd'hui soutient la mobilisation. Ce qui en dit long sur ce que sont ces gilets jaunes. Je dis bien c'est parce que c'est démonstratif, parce qu'ils ne représentent pas les gilets jaunes, tous les gilets jaunes du début, encore une fois. Je pense qu'il y avait dans les gilets jaunes, c'est aussi l'expression d'une forme d'archipel, comme pour reprendre l'expression de Jérôme Fourquet. Vous aviez aussi un phénomène assez intéressant, c'est que c'était aussi des gens, pour certains, dont c'était la première fois qu'ils s'engageaient politiquement et socialement. Ils n'avaient jamais eu un engagement syndical, ou rarement eu un engagement politique, où ils votaient peut-être pour le maire ou contre le maire dans leur village, mais c'est la première fois qu'ils s'exprimaient, j'allais dire, de manière citoyenne. Il y a eu un retour à la politique qui s'est fait à travers les Gilets jaunes. Et ce qui explique vraisemblablement le fait que, structurellement, ils ne pouvaient pas s'organiser, parce qu'ils n'avaient pas une culture,
politique qui leur permettait de s'organiser. Et puis parce que pour certains d'entre eux, il s'agissait tout simplement de faire reculer le gouvernement sur la taxe carbone. Oui. Hein, et une fois qu'on a fait reculer le gouvernement sur la taxe carbone, on avait obtenu satisfaction. Comme les Bruno bonnets Pomar, rouges en oui. Bretagne. Comme les bonnets rouges en Bretagne. Les bonnets rouges avec l'écotaxe ou les L'écotaxe. voilà, Oui, l'écotaxe. Bruno Pomar, encore une fois, commentaire d'image, si vous voulez bien. On ne voit pas beaucoup de gilets jaunes. Ce sont des gilets jaunes là pour vous? Il y a beaucoup de jeunes, vous allez me dire, mais attendons de voir ce qui va se passer. Mais effectivement, il y a une. On la voit pas beaucoup cette couleur. Quand je dis on ne voit pas de gilets jaunes, Oui. on n'a pas beaucoup vu cette couleur depuis le début des rassemblements. Écoutez, à voir ce qui se passe là. Je ne vais pas trop anticiper, mais est-ce C'est quoi là? Ils prennent le matériel urbain pour... un risque d'affrontement qui peut arriver, effectivement, puisqu'on voit bien que les manifestants là, se saisissent de barrières et qui n'ont rien à voir avec les barrières de maintien de l'ordre, tout ce qu'on utilise pour faire des C'est les barrages. barrières plutôt qui sont utilisées pour les travaux à Paris. Oui, tout à fait. Donc, il faut ne pas noircir la situation, comme on dit, mais on peut se douter que voilà, il y a un barrage complet d'arrêt avec des véhicules de police, donc on peut s'attendre peut-être malheureusement à certains affrontements à un moment donné, quoi. Mais Claire Cambier, justement, vous êtes juste à côté de ces manifestants. Que se passe-t-il? Ça veut dire que le barrage, c'est quoi? C'était le point final de la première manifestation entre la place de la Bourse et la porte de Champéret, où il y a où la manifestation est arrêtée. Nous sommes en fait à la fin de la manifestation. Hein. Donc nous avons devant nous des cars de CRS qui bloquent tout passage. La manifestation doit se terminer ici, mais les manifestants souhaitent rester sur place et nous sommes devant une barricade qui est en train de se créer avec des panneaux de chantier en fait qui étaient présents sur la place malheureusement. Je ne sais pas si vous le voyez sur les images et cela ne s'annonce pas. C'est plutôt de mauvais augure. Oui, sur ces images de Léo Milancourt, effectivement, on voit ces barrières qui servent aux travaux à Paris. Effectivement, est-ce que c'est normal d'après vous, alors qu'on est un point final de manifestation, qu'elles soient présentes ces barrières? Non, il y a une volonté effectivement de prendre la place, comme on dit, et de dire on est là, on ne bougera pas, et voilà, jusqu'au moment où il va y avoir l'annonce de la dissolution par les forces de police, et que évidemment, dissolution, ça veut dire dégager. Et là, ça risque de déraper. Je peux parler familièrement, ça sent pas bon là? Ça sent pas bon, exactement. Ouais, c'est un peu dommage parce que encore une fois, voilà, manifestation. Le but d'une manifestation, au final, c'est pas qu'on en arrive à cette situation. Et en même temps, bon, il y a des règles à respecter. Fin de manifestation, c'est une fin de manifestation, tout simplement. Donc les policiers se préparent comment là, d'après vous? Ben, écoutez, ils se préparent déjà. Il va y avoir des sommations pour leur demander de dégager, comme on dit. Et ensuite, s'il y a affrontement, il y aura affrontement, c'est-à-dire tir de LBD, tout ce qu'on peut imaginer, gaz lacry en premier, et puis des tirs de LBD si les manifestants sont trop offensifs, quoi. Alors s'ils mettent des barricades, etc., est-ce que ça va pas se traduire par des jets d'objets, etc., sur la police? Mais encore une fois, voilà, je veux dire, la police fait son boulot de sécurité, d'assurer la sécurité de cette manifestation. Et à côté de ça, vous avez des éléments, évidemment, qui sont là perturbateurs pour en découdre avec la police. C'est encore une fois dommage. Parce que le fait de s'emparer de barrières comme ça, c'est un signal envoyé, c'est pas anodin. Ah ben oui, bien sûr, c'est une confrontation, qui est en préparation, comme on dit, hein, c'est clair. Hein, Parce que jusqu'ici, vous le disiez tout à l'heure, la journée s'était quand même bien passée, à part quelques affrontements, quelques points de tension. Il y avait quand même eu des interpellations, plus de 200, plus de 220, c'était beaucoup. Oui, c'est beaucoup, oui, dont une 70-75 gardes à vue, c'est pas rien, hein, ça veut dire des gens qui avaient du matériel sur eux pour en découdre, encore une fois. Voilà, ça c'est pas du manifestation, c'est pas du gilet jaune, c'est pas des gens qui viennent revendiquer des avantages sociaux ou autres, c'est un peu dommage. Et là, vraisemblablement, ceux qui sont là ne sont pas des gens qui viennent effectivement manifester normalement, je dirais. Là, c'est les sommations qu'on entend? Il y a dû y avoir, je n'ai pas entendu vraiment, mais oui, les sommations. Et puis ensuite, il va y avoir des interventions, des tirs de lacry. Le problème, c'est lorsque le mouvement va se disperser. Que va-t-il se passer? C'est souvent en fin de journée que ça se passe mal. Parce que là le problème. Il faut bien que les manifestants s'en aillent, rentrent chez eux. Est-ce qu'il n'y a pas des risques qu'il y ait une dérive vers les Champs-Élysées qui n'est pas si loin que ça? Alors, non, parce que tous les Champs-Élysées sont verrouillés. Moi, je suis allé me balader un peu dans le coin en début d'après-midi. C'est très bien verrouillé. Encore une fois, on a trop l'habitude. La préfecture de police a trop l'habitude de ce genre de situation. Et puis, à côté de ça, lorsqu'il va y avoir dissolution, il va y avoir l'entrée en chantier, je dirais, des braves qui sont là pour arriver rapidement sur les lieux. Parce que c'est souvent en fin de journée que ça se... Et où on voit des voitures brûlées et des magasins cassés. Alors, c'est toute la difficulté pour les forces de l'ordre de pouvoir assurer la sécurité sur l'ensemble de Paris, ou de ces endroits-là, parce qu'il y a nombre de rues, nombre de magasins, etc. Donc, on peut avoir 140 braves, c'est bien, on peut avoir tant de policiers, etc. Mais on ne peut pas mettre des policiers devant chaque magasin. Donc, effectivement, des dégâts, malheureusement, il y en a. Maxence Gilles, vous êtes porte de Champéret, c'est le point final de cette manifestation qui était partie cet après-midi
depuis la place de la Bourse. À quoi vous assistez là? On avait l'impression qu'il y avait un face-à-face qui se mettait en place et puis là il y a des manifestants qui commencent à danser, mais il y a des premiers jets de gaz lacrymogène là visiblement. Absolument Magali, vous le voyez à l'instant sur ces images de Charlotte Le Fêté, les forces de l'ordre qui viennent de procéder à des jets de lacrymogène puisque des manifestants tous vêtus de noir, j'imagine que vous le voyez sur ces images, étant en train de se rapprocher de ce cordon de sécurité au niveau de la porte de Champéret, là où la dispersion est normalement prévue à 18h et ces mêmes individus qui tout à l'heure au niveau de la place du Brésil s'étaient rapprochés des forces de l'ordre et qui avaient essayé de se disperser dans des axes pour partir en manifestation sauvage. Ce sont ces mêmes individus que l'on voit sur ces images et qui ont l'air déterminés à en découdre avec les forces de l'ordre, comme c'est bien souvent le cas pour ces fins de manifestation, comme vous l'expliquiez en plateau. Pour l'instant, c'est un nuage de gaz lacrymogène que l'on voit devant nous. Ils sont encore quelques centaines ici, place de Champéret, mais ce sont encore ces quelques individus qui ont l'air assez déterminés, qui font face à ces forces de l'ordre dans cette fin d'après-midi ici, porte de Champéret. Alors, la question va être naïve, Bruno Pomar. Vous disiez qu'il y a eu pas mal de préfiltrage avant la manifestation. Oui. Pourquoi on n'arrive pas à éviter ces fins de manifestation qui dégénèrent comme ça? Tout simplement parce qu'il y en a qui ne viennent pas manifester, qui viennent tout simplement en découdre avec l'état de droit. Et ça, on ne peut pas les repérer avant? Écoutez, c'est compliqué. C'est le Black Bloc, les groupuscules d'extrême gauche, c'est de complexité terrible de la part des policiers. Ils arrivent déjà dans le préfiltrage à enlever du matériel, parce que si on regarde bien là, mais c'est qu'une image, on voit qu'ils sont beaucoup moins équipés, les gens d'en face, qu'ils l'étaient dans les moments qu'on a connus de gilets jaunes avec des casques, avec des sacs à dos, etc. Donc là, ils sont assez dénudés, comme on pourrait dire comme ça. Mais en même temps, pour contrôler la venue et de ces éléments perturbateurs, c'est pas du tout évident pour les forces de l'ordre. Sinon, ça serait fait, je vous assure. Et attention, en amont, il y a eu 170 interpellations et des gardes à vue. Donc il y a un travail qui a été fait. Oui, bien sûr. On en a même à plus de 220 interpellations là. Voilà. Donc il y a un vrai travail qui a été fait quand même de la part du terrain. Mais vous savez, c'est pas toujours évident. C'est pas une situation qui est facile à gérer, je pense, pour l'ensemble de nos policiers. Ça, c'est sûr et certain. On parlait de l'image des gilets jaunes. Effectivement, les gilets jaunes, malheureusement, sont souvent associés à ce genre d'image. Est-ce que la popularité du mouvement s'en est ressentie? Si on regarde la période du début de mobilisation jusqu'à la mi-2019, jusqu'à l'été 2019 et même un peu après, la popularité du mouvement n'a pas véritablement été, encore une fois, profondément entachée par des phénomènes de violence qui étaient vraisemblablement assimilés à l'opinion, à des groupuscules qui n'étaient pas censés représenter les Gilets jaunes. En d'autres termes, si vous voulez, les revendications des Gilets jaunes, à la fois sur le plan social et territorial, était plutôt portée par l'opinion publique, ce qui ne veut pas dire que l'opinion publique légitimait pour autant l'expression de la violence quand cette violence apparaissait dans la rue. Mais ce qu'on voit quand même globalement, c'est que ce mouvement a muté fondamentalement, c'est que c'était un mouvement populaire, assez hétérogène sur le plan de son expression politique, et qui, au fur et à mesure de la mobilisation, et d'ailleurs plutôt de l'affaiblissement de la mobilisation quantitative sur le terrain, a été quand même plutôt instrumentalisé par des groupuscules, disons, de la gauche radicale, pour l'essentiel. Et on voit bien que là encore aujourd'hui, manifestement, ils sont très présents dans cette mobilisation. William Tay, on voit ici sur ces images, donc il y a un face-à-face, on verra ce que ça donne au moment de la dispersion de la manifestation. Est-ce que, effectivement, on parlait de tests pour ce mouvement des Gilets jaunes qui fait sa rentrée aujourd'hui, est-ce que ça peut être déterminant pour la suite ? Moi, je pense que de toute façon, les Gilets jaunes, quand ça avait commencé, je me suis dit qu'il y aurait un acte 50, 125, jusqu'à la fin du quinquennat, jusqu'en 2022, en fait. Ils seront là tant qu'Emmanuel Macron est président de la République. Ce que vous disiez tout à l'heure. Profondément. La question, ensuite, sur la question des antifas, il faut se poser une question profonde. Qu'est-ce qu'on fait à chaque fois pour les antifas qui sont globalement des professionnels de la manifestation et qui sont là uniquement pour en découdre avec les forces de l'ordre ? Alors, Bruno Pomar vous écoute attentivement. Alors, si on prend le cas français, c'est très compliqué parce qu'il y a des règles de droit et globalement, les règles de prévention doivent s'appliquer avec les libertés individuelles, notamment d'aller et venir, donc c'est très compliqué. Moi, je pense qu'un des seuls moyens, et Donald Trump a donné une piste, c'est de considérer
les Antifa comme une organisation terroriste, ce qui nous permettrait de faire un cadre en dehors du droit commun, et c'est ce qu'il a proposé, c'est ce qu'il essaie de mettre en place avec ce qui se passe aux États-Unis, notamment les manifestations, et ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'ensuite les Gilets jaunes eux-mêmes doivent expulser les Antifa. Qu'est-ce que c'est que les Gilets jaunes? Vous avez dit vous-même, il n'y a pas de leader, c'est pas structuré. Oui, mais ils sont organisés, donc ils n'ont pas de service d'ordre. Oui, mais ils arrivent à lyncher un humoriste, ils peuvent lyncher des Antifa. Globalement, les Gilets jaunes, ce sont les gens qui ont été victimes de la mondialisation, et c'est ce que Marcel Gauchet appelle le malheur français. En fait, la France a mal négocié son entrée dans la mondialisation. Et qu'est-ce que c'est que les Antifa? C'est les gens qui prennent les mauvais côtés de la mondialisation et qui refusent les bons côtés. Ils refusent le libre-échange qui nous amène des capitaux économiques. Par contre, ils veulent ouvrir les frontières, ils ont délocalisé nos entreprises parce que globalement, produire de l'industrie, c'était mal en France. Non, s'ils le comprennent à minima et s'ils veulent agir comme force politique, comme force déterminante, parce que c'est l'électorat qui peut basculer l'élection présidentielle, il faut qu'ils sortent les Antifa le plus rapidement possible. Et du côté du gouvernement, il faut les déclarer comme, c'est le seul moyen possible qu'on a trouvé, c'est les déclarer comme organisation terroriste qui nous permettrait d'aller en dehors du cadre du droit commun. Mais les Américains sont capables de le dire, Trump est capable de le dire, je ne pense pas que Macron soit capable de le dire. Ah mais ça c'est son choix, mais il peut le faire politiquement c'est un s'il décide que les Antifa soient une organisation terroriste, c'est-à-dire qu'il a le droit d'utiliser des cadres en dehors du droit commun, notamment de prévention et de répression et de mesures de sûreté. Oui, alors ce qu'il ne peut pas faire dans les mesures de droit commun. Oui, alors après, concrètement sur le terrain, il faut appliquer... non, mais ça veut dire que vous pouvez faire des mesures administratives de contrôle à l'avance, vous pouvez faire des fichiers pour attraper les gens on avant. On le fait déjà, c'est fait en partie sur certains éléments, des Black Blocs entre autres, mais vous voyez qu'il y en a encore. Quoi. Je pense que c'est très compliqué pour nous d'appliquer ce genre de mesures. Alors qu'on voit là toujours est-ce que le face-à-face a commencé? On a vu des échanges de tirs qui se répondent en fait. On voit que les policiers, les forces de l'ordre ont commencé à lancer des gaz lacrymogènes, et puis les manifestations leur envoient. Maxence, le face-à-face, c'est un face-à-face auquel vous assistez, vous, sur place? Oui, absolument, Magali, un face-à-face qui a lieu depuis quelques minutes maintenant. Les forces de l'ordre qui viennent de procéder à des tirs de gaz lacrymogène, puisque ces mêmes individus que je vous décrivais tout à l'heure, vêtus de noir, qui sont déterminés à en découdre avec les forces de l'ordre, eh bien, ils vont au contact avec les forces de l'ordre, alors qu'en arrière, eh bien, les manifestants les plus pacifistes eh bien, se maintiennent en arrière pour ne pas subir ces tirs de gaz lacrymogène. La préfecture de police de Paris vient de communiquer sur Twitter que les manifestants qui veulent quitter le secteur sont invités à le faire par l'avenue de Berthier ou bien par la porte de Champéret, qui est juste à quelques mètres de nous, comme vous voyez sur ces images de Charlotte Le Fété. Mais il semblerait que certains n'aient pas envie de partir pour quitter cette manifestation qui doit normalement se disperser à 18h. Mais pour l'instant, c'est une situation qui continue de se tendre au fur et à mesure des minutes, comme c'est bien souvent le cas en fin de manifestation à Paris. Qui n'ont pas envie de quitter la manifestation. Voilà, votre journaliste a très bien parlé. Vous voyez l'équation que doivent résoudre les forces de l'ordre sur le terrain. C'est-à-dire qu'on a des fauteurs de troubles derrière des manifestants qui viennent là. Les autorités donnent les sommations qu'il faut, avertissent les manifestants de partir tout simplement pour éviter qu'il y ait du grabuge après. Et malheureusement, certains ne partent pas ou n'entendent pas, parce que quand on est dans l'ambiance, parfois on n'entend rien. Et c'est là, malheureusement, que peut arriver les problématiques qu'on a rencontrées, c'est-à-dire ce que j'appelle des dégâts collatéraux, parce que quand il va y avoir des charges de policiers, là pour l'instant ils balancent de la crise, ça permet de dégager un peu le... Mais à partir du moment où on va lancer du LBD ou bien des grenades de désencerclement, évidemment, il risque d'y avoir des dégâts collatéraux, ce que je dis toujours, malheureusement, de manifestants qui sont là et qui... Parce que les manifestants, les fauteurs de troubles sont des gens très malins. La guérilla urbaine, ils savent ce que c'est. Ils sont capables de se mouvoir très rapidement et de dégager au bon moment. Quand il faut. Par contre, le manifestant qui vient gentiment manifester, tout simplement, lui, il se retrouve pris dans la... victime. Voilà toute la complexité des forces de l'ordre lorsqu'elles interviennent. Alors, c'est vrai qu'après, sur les plateaux de télévision, tous viennent, et les politiques viennent parler des violences policières. Écoutez, le mieux, c'est d'y aller et de voir un peu comment ça se passe sur le terrain. Vous parlez de fauteurs de troupes, c'est ceux qui sont en avant, là? Oui, tout à fait. Ils cherchent quoi, concrètement? L'affrontement avec les forces de l'ordre, tout simplement. Ils sont là pour casser du flic, c'est tout. Ils ne sont pas là pour dialoguer ou quoi que ce soit. Donc voilà. Et toute la difficulté pour les policiers qui sont engagés de pouvoir contenir tout ça, en étant vigilants de ne pas blesser ou perturber, je dirais, les manifestants qui sont venus tout simplement défiler. Donc ça, c'est la première étape. Vous avez parlé des gaz lacrymogènes, c'est ça va durer quelques minutes? Oui, les grenades de désencerclement, si
si les sera la mouvements deuxième, viennent sur les véhicules ou quoi, il va y avoir des grenades de désencerclement, donc avec le risque. Alors c'est les nouvelles grenades de désencerclement. Qui sont moins puissantes normalement. Qui sont moins puissantes, mais pour autant, on doit les utiliser parfois, ou du LBD quand c'est nécessaire, sur ordre, pour faire reculer les plus récalcitrants. Voilà, avec le risque encore une fois. LBD quand ça part, vous savez, on a eu une grande discussion sur ces sujets-là. La précision, c'est pas du 100%. C'est pas des fusils de sniper qui sont hyper précis. Voilà. Pour les faire partir, dites-vous, il ne peut pas y avoir d'intervention pour une interpellation à ce moment-là. Il peut y en avoir, s'il y a des éléments qui se rapprochent bien près et qui sont très très virulents, il peut y avoir des équipes légères qui les interpellent, effectivement. Et il y a, je pense, pas loin des équipes des Braves, des brigades de répression d'actions violentes qui sont là justement pour exfiltrer les éléments les plus violents. Mais encore une fois, je vous dis, l'équation, elle est compliquée. C'est l'équilibre dont parlait le ministre de l'Intérieur lui-même hier. Oui. Voilà. C'est très très compliqué. C'est pour ça que je vous dis encore une fois, lorsqu'on entend parler de violences policières... Mais vous avez aussi entendu ou lu ou rencontré des manifestants qui se sont exprimés. Et certains le disent quand même quelquefois, il y a des choses qu'ils ne comprennent pas, des attitudes de policiers qu'ils ne comprennent pas, ça arrive. Les comportements chez les policiers qui ne se comportent pas bien, c'est ce que vous voulez me faire dire, mais je vais le dire, il n'y a pas de souci. Des policiers qui n'ont pas la règle de déontologie en tête et qui font des exactions sont sanctionnés automatiquement. Et encore une fois, on va revenir sur ces fameuses problématiques avec l'IGPN, avec tout ce qu'on connaît. Le policier et l'administration de la police du ministère de l'Intérieur est l'administration la plus sanctionnée. Voilà, donc on a dit ça, voilà. Et on nous dit, mais les GPN sont toujours légers en termes de sanctions, etc. C'est faux. Je peux vous assurer qu'il y a nombre de policiers qui sont révoqués, qui sont sanctionnés dans la police nationale. Voilà. Mais c'est toute la complexité, encore une fois, d'apprécier, lorsqu'il y a une enquête sur ce type d'action, d'apprécier exactement l'engagement du policier, si c'était légitime ou pas, tout simplement. C'est la rentrée des Gilets jaunes aujourd'hui, samedi 12 septembre. C'est difficile de prendre du recul, de pouvoir faire une analyse comme ça à chaud. Est-ce que vous pensez que ça peut être une rentrée réussie ou pas ? On verra les chiffres déjà. On verra les chiffres de la mobilisation. Encore une fois, je pense que, si vous voulez, il y a des paramètres objectifs qui peuvent permettre, en effet, aux Gilets jaunes de réactiver leur mobilisation. Le problème, c'est que la forme qu'ils offrent, à l'opinion publique, n'est pas automatiquement une forme aujourd'hui extrêmement attractive pour mobiliser ceux qui, au tout début, en tout cas, se sont mobilisés. Donc, mais le vrai problème, c'est pas tant les Gilets jaunes que la capacité de mobilisation sociale à reprendre, un certain nombre de combats sur le terrain. Et on voit très bien que aujourd'hui, on l'avait déjà vu au moment du mouvement des retraites, contre les retraites, il existe dans ce pays un certain nombre de tensions sociales, économiques, culturelles, qui ne demandent qu'à se manifester et qu'à trouver leur expression politique. Voilà. Alors les Gilets jaunes ont constitué à un moment donné cette expression politique dans une séquence donnée. Constitue-t-il aujourd'hui cette expression aujourd'hui, je ne suis pas du tout sûr. Manifestement, quand même, la mobilisation sur le plan quantitatif reste encore relativement restreinte. Et il faudra voir ce qui se passe en province aussi, en région. Pour l'instant, on a peu de remontées, mais effectivement, la mobilisation serait assez faible. Mais là encore, on parle au conditionnel, on attend les chiffres un peu plus tard dans la soirée. William Tell. Je voulais juste revenir sur la question des violences policières. Moi, je prends l'exemple, un policier, enfin peut-être qu'il y en a certains, oui, qui en commettent, mais globalement, quel intérêt ils ont à faire ça ? Ils vont perdre leur travail, ils vont être conspués sur la scène publique, ils vont avoir un rapport, une question d'inspection, et puis ensuite, il y aura des tas de manifestations qui vont mettre leur nom affiché, leur visage sur toutes les vidéos en disant que ce sont des criminels, etc. Moi, je pense que ceux qui sont responsables, encore une fois, il faut se concentrer sur le principal responsable, ce sont les antifas, il faut les attraper, et globalement, il faut faire en sorte c'est le meilleur cas possible de les attraper et de les envoyer en prison, parce que c'est le meilleur truc, à la fois pour les policiers et pour les manifestants. Là, vous ouvrez un autre débat. C'est la meilleure solution. Et ensuite, sur la question des Gilets jaunes, je terminerai juste dessus. Je pense que c'est indexé à la fois la question de la politique menée par Macron et les totems qu'il va mettre en avant. Il a parlé de réinvention. Si par cas, il remet les actes qu'il avait mis précédents, comme la réforme des retraites, etc., il a un risque de retour. On verra justement. Maxence Gilles, en tout cas, donc vous suivez cette mobilisation des Gilets jaunes à Paris. On le disait, le parcours est maintenant terminé. Porte de Champéret se termine par un face-à-face avec les forces de l'ordre.
Absolument Magali, un face-à-face qui a lieu depuis quelques minutes maintenant. Nous sommes porte de Champéret, vous le disiez, là où la manifestation doit se terminer à 18h. La préfecture de police de Paris vient de communiquer sur son compte Twitter que les manifestants qui veulent quitter les lieux sont invités à le faire par le boulevard Berthier, juste en face, derrière le cordon de CRS, ou par le métro porte de Champéret, qui est seulement devant nous, comme vous voyez sur ces images de Charlotte Le Fété. La situation est revenue au calme il y a quelques minutes, mais depuis un petit peu plus de 20 minutes maintenant, eh bien, les manifestants les plus déterminés, tous vêtus de noir pour la plupart, eh bien, essayent de venir au face-à-face avec les forces de l'ordre qui ont procédé à plusieurs tirs de gaz lacrymogène. Je vous le rappelle, cette situation, elle s'est répétée à de nombreuses reprises pendant toute cette journée sur ce parcours de cette manifestation qui s'était lancée de la place Wagram en début d'après-midi. De nombreux manifestants ont essayé de partir en manifestation sauvage, mais voilà, cette manifestation qui est en train de se terminer ici, place porte de Champéret, avec quelques tensions parfois. Merci beaucoup Maxence. Il est 17h sur LCI si vous nous rejoignez. Donc on le rappelle, après des mois de pause, les Gilets jaunes sont de retour dans la rue, rentrée du mouvement aujourd'hui en région mais aussi à Paris avec la fin de ce défilé. On le voit ici, porte de Champéret, avec un face-à-face avec les forces de l'ordre. Il y a eu quelques tensions tout au long du parcours, assez contenues quand même, mais il y a eu pas mal d'interpellations, 200 au total, même plus de 220, avec aussi des gardes à vue, une cinquantaine de gardes à vue. Donc tension à la fin du cortège parisien. Et ce face-à-face avec les forces de l'ordre qu'on continue de commenter. 17h sur LCI, nous sommes samedi, donc Henri Guénaud et Robin Goupil nous ont rejoints. Bonjour à tous les deux pour le débat, un débat un peu particulier pour commenter donc cette rentrée.